Chers compatriotes, amis de la liberté, bonjour. C'est encore Hervé Maïka qui est avec vous pour remonter ensemble l'histoire de notre pays, des origines jusqu'à nos jours, afin d'avoir tous une vision commune le plus neutre possible de ce qui s'est passé, que nous puissions à partir de là savoir où nous allons, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Certains m'ont signalé que oui, mais les choses dont vous parlez n'ont parfois pas été dites à la conférence nationale. On a parfois l'impression que la conférence nationale a tout dit, la conférence nationale n'a pas tout dit. La conférence nationale a eu des interventions souvent orientées et j'essaie de retracer grâce aux témoignages que nous ont laissés ceux qui ont vécu tous ces événements-là, grâce à des enquêtes et des études personnelles, ce qui s'est passé dans notre pays. Nous allons aujourd'hui aborder la période donc de mars 1977 et la période qui a suivi juste après. En mars, donc en 1977, début de l'année, Mariam Gwabi est un chef contesté. Il avait créé l'état-major militaire, l'état-major spécial révolutionnaire, qui avait remplacé le comité central et toutes les instances du parti, et mis au silence le bureau politique. Le comité central, donc les organisations de masse également, ne fonctionnaient plus. Tout ça pour échapper à la critique qui devenait de plus en plus virulente, particulièrement basée sur la manière dont a été gérée la manne financière, la manne pétrolière des années 72 et 73, car le pays était dans une situation économique extrêmement grave. Le pays était isolé, le pays était endetté et cherchait de l'argent un peu partout. Le congrès extraordinaire du PCT qui était promis pour le 12 décembre 1975 demeurait chimérique en ce début d'année 77. À peine avait-il mis en place une commission préparatoire en novembre 1976, commission dirigée par Tchister Tchikaya, mais qui était au point mort. La situation socio-économique était très critique, nous l'avons dit. Le gouvernement tentait d'augmenter la part des royalties versées par Elf, mais Elf le lui refusait catégoriquement. Si bien que dans son discours du 31 décembre 1976, Mariam Gwabi avait fustigé ces compagnies étrangères qui ne jouaient pas le jeu. Et ne jouant pas le jeu, ils exposaient ainsi le pouvoir à la colère populaire, dit Mariam Gwabi, parce que l'État n'arrive pas à payer les salaires. Je le cite donc. Mariam Gwabi s'en prenait toujours avec force dans tous ses discours à l'impérialisme, ça entretient le rêve d'une révolution qui va se réaliser, mais il multipliait pourtant les contacts envers les États-Unis, dont les relations étaient toujours coupées depuis l'époque Massamba Deba, et Mariam Gwabi également se plaignait énormément de la coopération avec l'Union soviétique, une coopération qui n'était absolument pas financière, ce qu'il regrettait amèrement vu les difficultés qu'il traversait. La ligne idéologique était des plus hasardeuses. Renforçant le flou, Mariam Gwabi avait pris des contacts avec des leaders des classes politiques antérieures. C'est dans cette optique qu'il s'était rendu discrètement à Boko pour rencontrer le président Massamba Deba. En début 1977. Quelques semaines plus tard, il recevait de nouveau le même Massamba Deba, le 3 mars 1977, accompagné de son épouse, de façon officielle et notifiée dans son agenda public. Massamba Deba, quant à lui, se faisait très discret depuis son départ du palais. Il résidait à Boko et n'apparaissait que rarement à Brazzaville et pour des très courtes visites. Or, depuis la mi-76, il était de plus en plus fréquent dans la capitale. Les mésententes au sein du parti avaient aussi réveillé l'opposition en exil, qui reprit des couleurs dès 1976, s'organisant autour du dynamisme de Aloïse Moudieno Massengo depuis la France. Après la rencontre Gwabi Massamba Deba, le bruit courut, sans doute lâché par les débistes, que Mariam Gwabi voulait démissionner au profit de Massamba Deba. Si bien que lors du congrès de l'URFC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, une des organisations de masse donc du PCT, lors de son congrès, disais-je, le 13 mars, le président Mariam Gwabi dut s'en justifier. Mais il le fit très mal. Se justifier donc du fait d'avoir reçu Massamba Deba, parce que si ce n'est pas pour lui céder le pouvoir comme le voulait la rumeur, pourquoi était-ce? Mariam Gwabi pensa qu'il fallait qu'il en dise mot lors de ce congrès le 13 mars 1977. Nous sommes donc à 5 jours avant sa mort. Il dit « Lorsque, par une curieuse lettre, le président Massamba Deba a demandé à me rencontrer, je l'ai reçu avec son épouse. » Je ferme les parenthèses. Plus loin, il ajoute « S'il y a démission ou non, c'est à l'intérieur du parti que cela se décidera. Les changements s'opéreront par le peuple et pour le peuple. » C'était pour les auditeurs un discours assez ambigu. Certains le comprirent, comme n'écartant pas l'idée de profond changement, puisqu'il a évoqué le mot démission s'il y a démission. Pour d'autres,
Un rôle important allait être donné aux anciens dirigeants comme Pierre Goura, Victor Satou, Massamba Deba ou Opango, dont il avait rencontré plusieurs dans les semaines et les mois qui avaient précédé. Le 18 mars 1977 était un vendredi, jour de la Saint-Cyril. C'était aussi le dernier jour de classe avant les vacances de Pâques. Les Brazzavillois entendirent à 14h30 des crépitements de balles et des rumeurs s'en suivirent pour les expliquer. La rumeur la plus répandue disait que l'état-major avait été attaqué par des assaillants venus du Zaïre, mais que le président s'en était sorti comme d'habitude. La radio avait d'ailleurs continué ses programmes habituels, normalement, jusqu'à la fin des émissions, tard dans la nuit. Dans les coulisses, le responsable de tout le système de sécurité, le commandant Sassou Nguesso, prenait les choses en main. C'est lui qui décidait de l'arrestation des dissidents. Numazalai, Lissouba, Ndala, Kolela, Mungunga, Ikonga, Kondo, Onziel, Mouzabakani, Abanganzion et de très nombreux autres inconnus du grand public. Seule l'arrestation de Kimboualankaya se termina par sa mort immédiate. Il faut préciser ici que si sa famille parla d'une exécution délibérée, voire commanditée, et Kondi Akala, présent au moment du rapport du lieutenant Garcia qui était chargé de procéder à cette arrestation, donc lorsque ce commandant Garcia revint auprès du commandant Sassou, le lieutenant Garcia à l'époque, excusez-moi, revint auprès du commandant Sassou faire son rapport, Monsieur Kondi Akala était à côté, et à la conférence nationale, M. Kondi Akala était passé déjà à l'opposition de Sassou Nguesso, et il affirma, alors que personne ne voulait défendre Sassou Nguesso à la conférence nationale, il eut quand même ce courage d'affirmer que le lieutenant présenta l'affaire comme étant un accident. Le lieutenant dit, donc ça c'est le témoignage de Kondi Akala, « Mission accomplie mon commandant, mais il y a eu mort d'homme. » Sassou sursauta et demanda qui? Le capitaine Kimboualankaya, mon commandant, répondit le lieutenant Garcia. Il est dans ma jeep, répondit Garcia en indiquant la fenêtre du bureau de Sassou à l'état-major. Passons sur cet épisode qui fait couler encore beaucoup d'encre, sans confirmer que ce n'était pas commandité, mais enfin, il est important de prendre ce témoignage de Kondi Akala. Donc, je n'ai pas voulu non plus revenir sur les faits de Mariam Gwabi pour dire qu'un tel a fait ceci et rentré cela. Je prends les faits tels qu'ils sont déroulés, tels que les Congolais les ont entendus. Donc, ce jour-là, les Congolais, il y a eu du bruit et une rumeur a circulé, qu'il y a eu des tirs, même Ngwabi s'en est sorti. Mais dans les coulisses, les gens ont été arrêtés tout au long de la journée du 18 mars, la plupart sans savoir ce qui s'est passé. C'est toujours le commandant Sassou donc qui convoqua la réunion de l'état-major spécial révolutionnaire. Dès le soir du 18 mars, après avoir fait revenir Tister Chikaya et Jean-Pierre Gombe qui était mis sur Pointe-Noire, réunion où se décida la mise en place d'un comité militaire du parti sur sa proposition, sur la proposition de M. Sassou Nguesso. Donc en fait, c'est à cette réunion que la plupart des membres du comité central, la plupart des dirigeants importants du Congo vont apprendre le décès de Mariam Ngouabi. Et il va se décider la mise en place d'un comité militaire du parti pour gérer une espèce de transition. Plus tard dans la même nuit, Sassou Nguesso convoqua le comité central au grand quartier général des forces armées où il coordonnait tout. C'est là où se trouvait le ministère de la Défense. Et il informa aussi donc le comité central de la mort du président et des dispositions qui ont été prises. Donc le comité central lui-même fut pris de court. D'ailleurs, il n'était plus fonctionnel depuis la création de l'état-major militaire spécial, dont seuls quelques-uns avaient été pris pour en faire partie. Tister étant le numéro 2 de l'état-major spécial révolutionnaire juste après Mariam Ngouabi. C'est donc Tister qui signa la création du dit comité militaire du parti sans établir une liste de membres. Donc il dit, aujourd'hui est créé un comité militaire du parti, mais il n'y a aucune liste de membres. Mais sachant que c'est un comité militaire, lui-même sait qu'il n'en fait pas partie. D'ailleurs, jusqu'au 3 avril 1977, donc pratiquement 15 jours après la mort de Mariam Ngouabi, on ne savait vraiment pas qui était membre de ce comité militaire du parti qui prend en charge donc la gestion du pays. Mais les communiqués se lisaient en son nom. La population congolaise elle-même ne fut informée du décès de Mariam Ngouabi qu'au matin du 19 mars par un communiqué disant en substance que l'impérialisme aux abois a, par un commando suicide, attenté lâchement à la vie du chef de la révolution congolaise, mort au combat, l'arme à la main.
Le texte annonçait également la mise en place de ce comité militaire du parti, organe provisoire pour assurer la sécurité. C'était ça la raison officielle. Un deuil d'un mois était décrété et la journée du 19 était chômée payée. La radio se mit ensuite à diffuser des chants guerriers et funèbres, Kouyou et Mboshi. Le communiqué a été lu par Louis Sylvain Goma, et jusqu'en ce moment-là, finalement, les gens se dirent, bon, il est certainement membre de ce comité pour lequel il s'exprime. Et donc, c'était le premier nom connu de ce comité militaire du parti. Mais en même temps, Louis Sylvain Goma était Premier ministre. Est-ce que disait-il au nom du comité militaire du parti, en étant membre ou pas? Le flou était total. L'émotion à l'annonce de la mort du président Mariam Gouabi fut réellement nationale. Mariam Gouabi n'était pas un héros adulé partout, loin s'en faut, mais il n'y eut aucune manifestation joyeuse à l'annonce de sa mort. L'invincible était vaincu, mais par qui? C'était la question qui taraudait le peuple. Ceux qui communiquaient avaient une attitude de continuateur, de vengeur même, mais pas de successeur pour un nouvel ordre. Donc ce n'était pas un coup d'État revendiqué par sa propre équipe. Parce que d'habitude, on lui aurait reproché tous les torts du monde, mais ce n'était pas le cas. Cette fin était inhabituelle pour un pays qui avait déjà renversé 2 présidents sans aucune égratignure. Mais là, on avait tué le président. Peu avant midi, ce 19 mars, Louis Sylvain Goma, donc, Premier ministre, se présente en personne. Et enfin, il se dit membre du comité militaire du parti et il appelle à réunir les organisations de masse, des journalistes et des diplomates à l'hôtel de ville pour donner la version officielle. Il faut savoir qu'à l'époque, l'hôtel de ville de Brazzaville était le grand lieu des rassemblements. Il n'y avait pas de palais de congrès comme nous l'avons aujourd'hui. Il n'y avait pas une grande salle où on pouvait réunir autant de personnes pour faire des discussions d'État. Louis Sylvain Goma, lors de cette réunion, expliqua que c'est l'ex-capitaine Kikadidi, se faisant passer pour le capitaine Motando, qui aurait conduit un commando suicide pour exécuter le président Mariam Gouabi. Des assaillants y auraient trouvé la mort, tandis que 2 autres personnes, dont Kikadidi lui-même, seraient en fuite. Plus tard dans la journée, on annonça l'arrestation de Massamba Deba, proche de Kikadidi, donc forcément commanditaire selon les explications du journaliste qui improvisait un chapelet de méfaits reprochables à l'ancien président. On lui reprochait un rapprochement avec la France, on lui disait être un traître de la révolution qui est connu, un assassin notoire par sa défense civile, un tribaliste patenté n'aimant pas le Nord, etc., etc. Le directeur de la radio congolaise à l'époque de la Voix de la Révolution congolaise, Stanislas Bateas Molambe, fut beaucoup plus précis le lendemain de 20 mars dans son édito. Ce sont les tueurs à gages de Massamba Deba, armés par lui ainsi que par Bindi et Matika, qui ont tué le président Mariam Gouabi. Ces criminels doivent payer de la même monnaie de sang, éructa-t-il. La maison de Kikadidi fut rasée jour même. Le 23 mars, une voix donnant communiqué au nom du comité militaire du parti annonça que des soldats proches de la famille Ngouabi étaient allés chercher le cardinal Émile Béinda à la cathédrale, prétextant que le CMP l'avait convoqué. Et ils l'ont en fait emmené sur la route du Nord où ils l'ont exécuté. Les coupables, dit cette voix, ont été immédiatement arrêtés et, continuait-il, ces criminels devaient être jugés. Ces criminels avaient, dit-il, comme motif que le cardinal, ayant rencontré le président Mariam Gouabi le 18 mars, même vers 13 h, donc peu avant sa mort, aurait eu pour mission de lui retirer ses pouvoirs mystiques qui rendaient ce dernier anti-balle. Et c'est parce que le cardinal avait fait cette mission que le président Mariam Gouabi avait pu être assassiné. C'était les raisons donc que ces gens qui l'avaient assassiné avaient donné aux autorités qui les ont emprisonnés. De nombreux habitants, surtout dans les quartiers sud de Brazzaville, s'attroupèrent dans les lieux de culte, espérant un mot d'ordre pour en découdre. Nombreux avaient des armes blanches. L'armée quadrilla Congo pour éviter un soulèvement et le vicaire général de l'église, donc, qui était Monseigneur Louis Badila, fit un appel à la radio appelant au calme et à la prière. La famille Ngouabi annonça à son tour sur les ondes son regret pour le meurtre du cardinal et se désolidarisa de ses membres égarés, je cite, qui ont pris cette initiative solitaire, demandant aux autorités de les condamner sévèrement. Le lendemain de l'assassinat donc du cardinal Émile Béinda, la radio annonça que
Massamba Deba avait admis sa culpabilité et la radio fit passer ses aveux. D'une voix monocorde et sans rythme, l'ancien président dit qu'il voulait un renversement pacifique du pouvoir pour instaurer le socialisme bantou. Il ajouta qu'il avait contacté Pascal Lissouba, Ruben Mungala, Jacques Opango, Victor Satou, Claude Ernest Ndala, etc. et avait même déjà monté son futur gouvernement composé d'André Ombessa, de Christophe Mukwege, de Mikolo Kinzonzi, de Maxime Debeka, de Obongi, Niali Gomez, etc. Le colonel Mounsaka étant prévu être le chef d'état-major général de l'armée après cette prise de pouvoir. On annonça aussitôt sa condamnation à mort après avoir prétendu que son avocat commis d'office aurait fait un recours en grâce qui avait été rejeté. Mais cet avocat reste inconnu jusqu'à ce jour. Le communiqué de sa mort menaça quiconque contreviendrait aux décisions de justice. Il n'y eut aucun soulèvement suite à cette annonce de la condamnation à mort de Massamba Deba et son lieu d'inhumation ne fut jamais révélé. Tous ceux cités par le président Massamba Deba dans cet audio furent arrêtés. Pascal Lissouba, qui jurera toujours n'avoir rencontré Massamba Deba qu'une seule fois cette année-là, en janvier, comme chaque année où il passait par respect lui présenter les vœux du Nouvel An, en tant qu'ancien président de la République et lui était son premier ministre, Pascal Lissouba fut à 2 doigts du peloton d'exécution. Il avait même déjà écrit l'organisation de ses funérailles adressées à sa famille. Il ne réchappera à cette exécution que grâce à l'intervention du président Omar Bongo et de nombreux scientifiques à travers le monde. Ce sera pour lui une peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Idem pour Ndala Gaye. Le colonel Mounsaka ainsi que tous les militaires cités dans les aveux de Massamba Deba, je mets aveux entre guillemets, dans ce qui a été présenté comme les aveux de Massamba Deba, seront radiés de l'armée et envoyés en résidence surveillée à l'intérieur du pays. Le jour d'après, la déclaration donc de la condamnation à mort de Massamba Deba, la version officielle s'affina. Cette fois-ci, des complices dans le palais furent annoncés. Le caporal Onsou, qui aurait porté le coup fatal, il aurait signé ses aveux, disent-ils, fut condamné à mort et exécuté sur le champ, ainsi que le sergent Elouo et le caporal-chef Komo. La sentinelle Bazonza, également condamné à mort, réussit à s'échapper du peloton d'exécution grâce à la complicité du chef du dit peloton, le lieutenant Mboro, qui sera lui-même trahi pour ce geste de compassion et exécuté le lendemain. C'est le 28 mars que parut le rapport d'enquête provisoire intitulé « Qui a donc tué le président Marien Ngouabi et comment ?» À suivre ce rapport, Kikadidi serait entré au palais à bord d'une Peugeot 404 blanche et serait annoncé comme étant le capitaine Motando. Le soldat Bazonza, complice, plutôt une sentinelle, c'était une sentinelle civile qui était employée par Marien Ngouabi, Bazonza, complice, donc présenté comme complice, l'aurait fait passer le premier niveau de sécurité. Le sergent Okamba, s'apercevant du leurre, était allé chercher du renfort. Au deuxième niveau de sécurité, c'est le caporal Onsou, également complice, selon ce rapport, qui les reçut et les installa dans le secrétariat qui faisait office de salle d'attente avant d'aller annoncer Motando au président. Quand le président accepta de les recevoir, il s'aperçut de la supercherie. La lutte s'engagea. L'arme à la main, le président Marien Ngouabi aurait tué 2 assaillants. Mais Onsou, après avoir tué le sergent-chef Peya et le soldat Pa, 2 personnes différentes, qui défendaient le président, réussira finalement à l'abattre d'une rafale dans le dos. Seul Marien Ngouabi Junior aurait défendu son père contre les autres assaillants, tandis que les 21 autres militaires présents dans le palais se furent très passifs. Kikadidi et un autre se seraient évadés. Voilà donc le rapport officiel qui sera communiqué le 29 mars. Cette version, en fait, avait le défaut de manquer de chute, car la mort de Marien Ngouabi réussit. Si tel était le plan, comment entendaient les commanditaires de ce meurtre prendre et exercer le pouvoir? Pourquoi n'ont-ils rien fait pour finir le projet alors que le plus dur était fait?
Mais ils se sont enfuis alors que Massamba Deba attendait sagement à Boko. La thèse la plus acceptée, là plutôt je vais poser la question à M. Denis Sassou Nguesso, dont une vidéo très complaisante d'un entretien donné à son ami François Soudan. Il explique qu'il n'y a pas à revenir sur la mort de Mariam Ngouabi, qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi parce qu'il y a eu un procès. Le procès, nous allons y arriver. Mais Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est peut-être pas conscient, mais cette question est le plus grand traumatisme du peuple congolais. Il n'y a personne qui avait cet âge-là qui ne se rappelle pas ce qu'il faisait exactement le 18 mars 1977 à 14h30. Personne. Tout le monde sait ce qu'il faisait et cette affaire a traumatisé le peuple congolais à un point que peut-être ceux qui ont continué le pouvoir par la suite ne mesurent pas. Et quand je parle du peuple congolais, c'est tout le peuple congolais du nord au sud, d'est en ouest. Et ce que ne comprend pas M. Denis Sassou Nguesso, c'est que la vérité sur cette affaire est nécessaire pour la réconciliation du peuple congolais. Que la vérité qui lui a été présentée, le peuple congolais ne l'accepte pas pour plusieurs raisons. Et la principale raison, c'était l'exécution immédiate de ceux que eux, ils ont présenté comme étant les responsables, les commanditaires, les témoins directs qui ont tous été assassinés. Je parle du président Alphonse Massamba Deba, je parle de Onsou, je parle de tous ceux que nous avons cités ici, de Boro. On aurait bien voulu savoir pourquoi Boro a laissé s'échapper Bazonza. On aurait bien voulu savoir quel était le rôle joué par les uns et les autres, mais tous les témoins clés, tous les témoins selon eux de premier ordre ont été éliminés. Et très curieusement, dès que le procès est terminé, Kikadidi, qui était le dernier à être retrouvé, a également été éliminé. Nous avons des témoignages de gens comme le directeur général de la police de l'époque, des entraves aux enquêtes qui lui étaient faites sur ce sujet. Je parle donc de Bikinkita Philippe, qui était directeur général de la police à l'époque, qui a écrit des livres aussi, où il explique qu'il était rentré en contact avec Kikadidi, qui lui avait fait comprendre que tout allait bien, il était sous la protection du commandant Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense, et qui était le responsable de tout le système de sécurité, et que Sassou savait très bien où était Kikadidi et le protégeait et le cachait. Peut-être que Philippe Bikinkita n'a-t-il pas dit la vérité, mais seul un procès aurait pu nous éclairer là-dessus. Un procès peut arriver même à la mort de tous les commanditaires, il y a des papiers qui restent, il y a des documents qui circulent, il y a des rapprochements qui sont faits, mais ce procès de 1978 pose ce problème du fait que les témoins essentiels ont d'abord été éliminés après les avoir écoutés à huis clos, si seulement ils ont été écoutés, sans que leur témoignage ne soit vu par tout le monde dans des conditions de liberté, dans des conditions filmées, de manière à ce qu'on sache que là ils sont pas sous pression. On a vu des procès où des gens se sont déclarés coupables pendant l'interrogatoire, mais au procès ils disent qu'ils ont été torturés et battus. Donc en fait la question de fond, elle reste là. Elle reste là et j'en appelle encore aux autorités du Congo à réouvrir le procès Mariam Ngouabi parce que des gens sont morts, des gens ont été exécutés. Un chef d'État n'a pas de tombe, ça il faudrait qu'on nous explique ça. Parmi eux, il y avait sûrement des coupables, mais il y avait aussi des innocents et on aimerait savoir de quoi ils étaient coupables, de quoi ils étaient innocents, qui en a réchappé. C'est un traumatisme permanent du peuple congolais. Ce n'est pas des gens qui veulent s'accrocher à quelque chose pour chercher des poux sur la tête de quelqu'un. Alors, il y a une thèse qui a circulé sur la thèse de Mariam Ngouabi assassinée à l'hôtel Mistral, soi-disant par Pierre Onga sur un coup de colère lors d'une réunion des leaders du Nord pour tirer au clair cette affaire de rapprochement avec Massamba Deba. Personne ne connaît la réalité de ces thèses. Quelques témoins sont encore vivants. Il serait important que tout le monde soit écouté, que la vérité soit connue ou que le peuple congolais puisse l'approcher au mieux possible. Donc voilà la parenthèse de commentaires que je voulais faire. Continuons donc notre récit, ce qui va se passer après la mort de Mariam Ngouabi. Mariam Ngouabi mort, la concentration du pouvoir aux mains des militaires de la cuvette, car le comité militaire du parti en sera quasi essentiellement composé. Le colonel Yombi était clairement le préféré du clan. Parce qu'une fois que le comité militaire du parti est désigné, il faudrait maintenant en choisir un chef et qui sera aussi chef de l'État. À l'époque, c'était simple, on se fichait complètement de la Constitution. Ceux qui avaient la force physique, ceux qui avaient la force armée, décidaient de la manière dont ça allait s'organiser.
Il se trouve que c'est le colonel Yombi Opango qui était clairement le préféré du clan de la cuvette, gérant le pouvoir à travers le comité militaire du parti. Mais c'est le commandant Sassou qui pourtant avait abattu tout le travail. Alors un arbitrage interne au nord fut nécessaire pour les départager. Cet arbitrage sera mené par Charles Asmekong. Et il aboutira à un compromis qui accordera l'État à Yombi Opango et le parti au second. Donc ça sera une espèce de pouvoir dual. Donc l'État, le chef de l'État c'est Yombi Opango et le parti ça sera plutôt Denis Sassou Nguesso. Un acte fondamental fut donc dressé, comme une nouvelle constitution là sur le champ, fut donc dressé par le comité militaire du parti, prétendant ne pas suspendre la constitution, mais c'était en fait le cas depuis déjà 2 ans, depuis la création de l'état-major militaire spécial. Mais cet état-major militaire spécial fut donc dissous. Et une liste du comité militaire du parti fut enfin publiée ce 3 avril 1977, et dont le numéro 1 devenait aussi le chef de l'État. Aussi simple que cela. Dans le dispositif, on ne se cachait même plus du règne quasi exclusif du Nord, car tous les membres du comité militaire du parti, quasiment tous, en étaient. Mais ce qui frappa le plus comme changement dans la politique officielle de l'État, dans la manière de l'État d'agir et de se comporter, c'est-à-dire des dirigeants de l'État, c'est la sublimation désormais permanente de Marien Ngouabi. C'était une véritable canonisation, il devenait un saint. Les premiers signaux étaient apparus en obligeant les fonctionnaires à porter le pan du deuil du président enterré le 2 avril. Puis, on passa à la quasi-canonisation dont je parlais. L'université Marien Ngouabi fut rebaptisée en son nom. Barry Montel, le camarade Marien Ngouabi, complétait le slogan du parti qui était tout pour le peuple, à tous les discours. Un mausolée avec une flamme éternelle était érigé. Une statue et un projet de débaptisation de la capitale congolaise en Ngouabiville, c'était la totale. Pour le décor, c'était parfait. Mais pour le réel, l'héritage, surtout économique, laissé par Marien Ngouabi était des plus catastrophiques. Les entreprises s'étaient écroulées où n'étaient plus que des gouffres à milliards qui maintenaient des emplois. Il manquait des pièces de rechange, des cadres, des intrants, et la qualité n'était pas compétitive. Seul le secteur privé étranger, français surtout, fonctionnait. Le pétrole marquait le pas, c'est-à-dire que sa production diminuait. La raffinerie qui avait coûté des dizaines de milliards de francs CFA ne fonctionnait toujours pas. Le secteur agricole disparaissait à vue d'œil depuis le début des années 70 et le tout pétrole, en dehors du café, du cacao et du tabac, des produits d'exportation dont le fruit était réinvesti dans les importations alimentaires. Les républiques sœurs, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Est, qui étaient aussi communistes, ou le Cuba, c'est comme ça qu'on les appelait, les républiques sœurs. Ces républiques sœurs n'étaient d'aucun recours de ce côté-là. L'argent ne circulait pas entre ces pays-là. Seulement les armes. Et c'est donc vers l'ouest que se tourna le président Yombi, parce que sans argent, il arrivait au blocage. C'est ainsi que le 15 juin 1977, les relations avec les États-Unis furent rétablies. Le 22 juin, Yombi Opango était en France. Mais pour affaiblir la contestation des étudiants de France qui l'attendaient de pied ferme, il prit soin de faire vider la maison des étudiants congolais, MEC, sous prétexte de rénovation afin d'en disperser les occupants. Puis il l'a mis en vente en septembre. Sur la société congolaise, Yombi pensa qu'un rendement meilleur réduirait les difficultés et imposa une rigueur proche des dictatures de droite d'Amérique latine. Il instaura des contrôles rigoureux de présence au poste dans les administrations, obligeait les commerçants à embellir leurs façades et enseignes, interdit les tenues débraillées en centre-ville, notamment le short, c'est-à-dire ce qu'on appelle au Congo la culotte, dont les Congolais ont jusqu'aujourd'hui gardé une très grande déconsidération. Il réglementa strictement les horaires des débits de boissons, etc., etc. Mais l'envers du décor transformait ses efforts à vider l'océan à l'aide d'une cuillère. Le fonctionnement de l'État ne dépendait que, mois après mois, de gymnastique financière. Avances sur le pétrole qui soulagèrent de quelques mois, emprunts auprès du Gabon, de la Côte d'Ivoire, surtout de l'Algérie, ou encore les compensations angolaises de l'aide apportée au MPLA, parce que l'Angola nous avait donné de l'argent pour avoir aidé le mouvement populaire de libération de l'Angola, le parti désormais au pouvoir, pour l'avoir aidé dans ces moments difficiles. Ils vont nous donner un peu d'argent. Toutes les idées y passèrent pour que l'État tienne, jusqu'à l'expulsion
avant la fin de l'année 1977, d'environ 7000 étrangers, essentiellement des Ouest africains, officiellement pour séjour irrégulier, mais en réalité, l'Office national du commerce, OFNACOM, espérait récupérer le monopole de fait sur le commerce de détail que détenait cette communauté et faire profiter les bénéfices à l'État. Le succès ne fait pas au rendez-vous. En politique, l'assassinat de Mariam Gouabi continuait à animer le pays. La rumeur disait tout et n'importe quoi. Le 4 juillet 1977, un gars qui était souvent pointé par la rumeur issue des cercles du PCT, disant que il aurait exécuté Mariam Gouabi parce qu'on l'avait enlevé de son poste. Gouabi, à un moment donné, un gars a dû s'en défendre à la télévision. Il expliqua qu'il y a un contrôle contre lui et que l'enquête finira par le blanchir. Cette sortie engagea une espèce de bras de fer entre Onga et Sassou parce que Onga semblait donc accuser Sassou de mener le combat contre lui et dont le but n'était même pas d'affaiblir lui-même Onga directement, mais d'affaiblir l'aile Yombi au sein du CMP, sachant que l'aile Yombi était majoritairement Kouyou comme Onga et que Sassou était plutôt Mboshi. Et dans cette aile, on pouvait trouver les Baka, sont des officiers, et Baka au Congo, qui se trouvaient de ce côté-là, qui soutenaient Yombi, tandis que Sassou pouvait compter sur Ngolo Damas, Louis Sylvain Goma, ou encore Florent Nsiba, et se rapprochait petit à petit de François-Xavier Katali. Entre-temps, l'agence congolaise d'information avait publié une lettre datant du 1er mars 1977 qu'aurait adressé le président Massamba Deba au président Mariam Gouabi, le sommant de démissionner, en déchargeant sa responsabilité d'homme politique devant Dieu et devant la nation, des suites que pourrait comporter la non-observation par Mariam Gouabi de ce conseil fraternel. Cela était pour les officiers la preuve d'une intention criminelle de Massamba Deba, alors que pour l'opinion et la presse internationale, Mariam Gouabi aurait fait arrêter sur le champ quiconque aurait tenu de telles menaces à son propos. Cette presse internationale qui ne voulait pas tellement croire en cette lettre, Jeune Afrique, Le Monde, Le Figaro, et qui était très critique quant à la version officielle sur la mort de Mariam Gouabi, fut interdite au Congo durant presque une année. Parce qu'il faut savoir que ce sujet anima vraiment la presse mondiale. Et comme le gouvernement voulait tenir une seule version, la sienne, pratiquement toute la presse internationale fut interdite d'être vendue au Congo. Le procès Mariam Gouabi fut télévisé. Il s'ouvrit le 3 janvier 1978. Dans un pays en crise économique sévère où le président venait de porter ses galons de général 2 jours plus tôt. Le président, donc, c'est Yombi. C'était en fait le second procès après la cour martiale d'exception de mars 1977 qui avait notamment fait exécuter le président Massamba Deba, Onsou et bien d'autres et prononcé de nombreuses condamnations à mort par contumace. Jacques Opango était l'accusateur de l'État à ce nouveau procès donc de 1978, comme il le fit également dans le premier procès de 1977, procès dont il n'existe pratiquement aucune trace écrite. Le président de ce procès de 1977 était Charles Asemekong. Les accusés n'avaient pas tous un rapport direct avec l'assassinat du président Mariam Gouabi. Mais comme indiqua Okoko, je le cite, tous ceux qui avaient mal agi à n'importe quelle époque de la Révolution ont travaillé pour la réalisation du 18 mars. Essayez d'imaginer donc la largesse des implications qui étaient rendues à ce procès. Ce procès fut une grosse comédie, où des éléments apparemment vraisemblables de préparation d'un coup d'État, il y avait des éléments réels reconnus par certains accusés comme Kengila ou Kanza, sous le commandement de Kikadidi, c'est eux qui le reconnaissent. Ils étaient bien au palais le 18 mars et la fusillade a bien eu lieu. Mais au milieu de ces quelques aveux, de ces quelques points positifs, se mêlait un ramassis d'allégations qui valaient preuve, de présence d'une croix qui valait culpabilité ou de critiques sur le marxisme qui passait pour incitative au meurtre du président. Le réquisitoire du commissaire du gouvernement Jacques Opango, jouant donc ce rôle de procureur, se conclut par un doute sur la congolité des accusés, car, dit-il, ces accusés-là avaient osé tuer en plein jour, ce qui est contraire aux coutumes congolaises. À mourir de rire. Jacques Opango requit 15 condamnations à mort, dont 11 seront retenues par la sentence finale prononcée le 6 février 1978. 10 parmi eux seront exécutés. Il s'agit de Pierre Dianzenza, de Germain Misélé,
de Daniel Kiangila, d'Étienne Kikuba, d'Albert Konda, de Simon Sissoulou, de Daniel Kuba, de Jean-Pierre Ndoudiganga, de Samba Diankumbi, de Daniel Kanza, de André Ombessa, en fuite pour ce dernier et condamné par contumace. Tous les condamnés étaient originaires du Poul. Tous. D'autres accusés écopèrent des peines de travaux forcés. Bazonza, Munsaka, Mungankombongila, Abanganzion, etc. Malgré les appels à la clémence d'intellectuels français, Yombi Opango fut inflexible et le 7 février au petit matin, les condamnés à mort furent tous exécutés et jetés dans une fosse commune. Une fête du Parti congolais du travail et de ses organisations de masse fut organisée au Palais du Peuple pour célébrer l'exécution sans attard... Non, je cite, pour célébrer donc, je cite, l'exécution sans atermoiement des sentences. Le 14 février 1978, soit 6 jours plus tard, on annonça qu'un détachement de l'armée dirigé par Raymond Damas Ngolo avait débusqué et abattu Barthélemy Kikadidi qui se cachait à Bifwiti. Pour l'opinion, le dernier témoin gênant avait été sciemment éliminé. De nombreux témoignages, comme je l'ai dit, comme celui de Philippe Kikinkita, affirment que Kikadidi n'avait jamais perdu le contact avec le colonel Sassou, qui aurait toujours su où il se trouvait. Très curieusement, l'ex-capitaine Kikadidi, condamné à mort et abattu, reçut quand même à ses obsèques des hommages militaires et fut enterré au cimetière du centre-ville. Le régime de Yombi Opango en lui-même fut très bref. Il fut coincé entre la gestion de la mort de Maria Ngouabi et la préparation à tout le processus qui va conduire à sa perte. Après le procès Maria Ngouabi, le président Yombi Opango signa un petit ouvrage intitulé « L'arme théorique ». Il y exposait sa vision marxiste de la société et de l'économie, et tout cadre devrait le bûcher. Mais en réalité, il n'y avait rien de marxiste dans sa vision. La critique contre ce document s'installa rapidement dans les petits comités avertis du Parti congolais du travail. Un document de réflexion initié par l'UJSC, le nom de la jeunesse socialiste congolaise, jeunesse du parti, fut publié en réponse au document publié par le président Yombi Opango. Ce document de réflexion de l'UJSC accusait entre les lignes le président Yombi Opango d'avoir dévié de la ligne révolutionnaire et de tenir un train de vie qui insultait la sobriété du camarade Maria Ngouabi. Yombi se contenta de réclamer le soutien des dirigeants des organisations de masse pour être sûr qu'ils ne sont pas dans la même ligne que ce document. Il profita par ailleurs pour inclure Jean-Pierre Ngombe à la tête de cette fameuse UJSC, Union de la jeunesse socialiste congolaise, et crut que la critique était ainsi enterrée. Bien au contraire, Sassou Nguesso qui approuva cette exclusion pour sembler le soutenir, profita pour le faire remplacer par un de ses proches, Gabriel Oba Apuno. Le pouvoir du 31 juillet 1968, dans le pouvoir de Maria Ngouabi, ayant été conçu pour s'appuyer sur l'armée et non sur le peuple, c'est du côté de l'armée populaire nationale que Yombi renforçait ses piquets et ne recherchait aucunement un quelconque assentiment populaire puisqu'il n'y avait ni élection ni vote. À aucun moment, le peuple n'avait son mot à dire. Et tout le monde se souviendra de ces promenades de Yombi avec 2 chars devant, des tanks, des BTR, des militaires partout. C'était un régime qui se protégeait du peuple et le peuple qui était conduit de force à qui on ne demandait même pas son avis. La veille du défilé du 15 août 1978, le 14 précisément, le gouvernement congolais annonça une tentative de coup d'État de l'impérialisme, tentative menée par Bernard Kolela, Patrice Mfinamationa, un homme d'affaires sans histoire, Dieudonné Miakassissa, ancien président de l'Assemblée, qui avait été viré par Maria Ngouabi, Alphonse Nzingula, ancien chef de la police du temps de Youlou, André Loufoua, etc. Toutes ces personnes furent immédiatement arrêtées. Quelques jours après, plus personne ne parlait de cette tentative de coup d'État et aucune instruction judiciaire ne fut ouverte. Ce n'était qu'une entourloupe pour ne pas organiser le défilé, faute de moyens, tout le monde l'avait compris.
On inaugurait ainsi l'ère des putschs imaginaires. Alors que le président Yombi songeait à renforcer le poids de Pierre Onga au sein de l'armée populaire nationale, pour un chef d'état-major général des armées, par exemple, ce dernier crut bon de prendre les devants et de ridiculiser Sassou Nguesso, ministre de la Défense. Lui, Onga, rêvant peut-être de ce poste, peut-être d'être plutôt ministre de la Défense que chef d'état-major, c'est un jamais, on ne le saura jamais. Et son fidèle chef d'état-major Ngolo également en prit pour son grade. Onga publiait donc un brûlot intitulé « Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ». Dans ce document, il accusait le colonel Sassou Nguesso, devenu colonel, hein, je dis les titres qu'ils avaient au moment où l'action est menée. Pierre Onga accusait donc ainsi le colonel Sassou Nguesso d'être à l'origine de la mini-fronde de l'UGC qui avait publié un brûlot contre Yombi. Et il l'accusait aussi de désorganiser l'armée par son incompétence et son avidité du pouvoir. Il brisait également la cohésion au sein du comité militaire du parti en sapant l'autorité du président Joachim Yombi Opango. Sassou Nguesso, vexé à la lecture de ce document, menaça de démission s'il n'obtenait pas la démission du tonitruant Onga. Yombi ne prit pas de risque de rompre le compromis de succession de Mariam Ngouabi qui lui donnait à lui l'État, à Sassou Nguesso les organisations de masse, et c'est donc Onga qui fut suspendu du comité militaire du parti le 10 octobre, sans en informer le public. Donc le grand public ne sait même pas qu'un des membres du comité a été mis de côté. Mais une note est signée. Sassou Nguesso était chargé des organisations de masse du parti, selon l'acte fondamental du CMP, je le rappelle. Mais toutes les organisations étaient théoriquement rendues inopérantes, puisque c'est le CMP qui avait remplacé l'état-major spécial militaire et c'était le seul à faire de la politique. Ni le Parlement, ni l'organisation de jeunesse, ni le comité central, plus rien ne fonctionnait. Pas seulement depuis l'arrivée du CMP, depuis la création de l'état-major spécial révolutionnaire le 12 décembre 1975. Voilà la situation politique dans laquelle nous étions. Étant donné que les organisations de masse ne fonctionnaient pas, étaient suspendues, pour Yombi, Sassou Nguesso n'était qu'un figurant. Il dirigeait des organisations de fait bloquées, et donc il n'y avait rien à craindre. Début décembre 1978, des tracts circulaires dans Brazzaville. Ils accusaient Yombi d'avoir commandité le meurtre de Ngouabi en se tenant loin du forfait, parce que Yombi était au Wando pour inaugurer un tronçon de route. Ngouabi l'avait réduit au rôle de directeur général de la Régie nationale des travaux publics. Donc il se trouvait au Wando quand Ngouabi mourait, et des tracts disaient que il essayait d'avoir un alibi en se rendant au Wando inaugurer une route, et il faisait exécuter son œuvre par Onga et Aboya. C'est ce que disaient des tracts. Je tiens à rappeler ici, à faire aussi encore une petite parenthèse, que les Congolais ne sont pas, la plupart d'entre nous ne sont pas équipés pour les débats historiques, politiques, et il y en a qui, chaque nom cité là, c'est les membres de leur famille, et ils ne veulent même pas comprendre qu'un tract a circulé disant que Onga était impliqué. Pour eux, j'ai dit que Onga a tué Mariam Ngouabi, et certains sont arrivés jusqu'à me menacer pour ce genre de propos. C'est quand même triste, mais ça ne nous arrêtera pas de faire l'histoire. Donc, ces tracts circulaient. Le 12 décembre, donc de la même année, 1978, sans que le président ne soit prévenu, les membres du comité central décidèrent de célébrer le 3e anniversaire de la déclaration du 12 décembre 1975, c'est-à-dire de l'événement créant l'état-major spécial révolutionnaire qui avait exclu Yombi du comité central. Parce que je rappelle que cet état-major avait exclu beaucoup de gens, avait réduit le comité central à juste un tout petit nombre, et Yombi était parmi les exclus du comité central. Donc Yombi était président sans être membre du comité central du PCT. Et donc vous imaginez que cela fait 3 ans que ça dure, en décembre 1978, et des membres du comité central ont décidé de se réunir pour fêter la création de l'état-major spécial révolutionnaire, qui officiellement est aboli, et sans en avertir le président dans un système aussi fermé. Yombi prit cela pour une provocation. Il ne pouvait évidemment pas être de la fête, puisque non-membre du comité central. Il ne pouvait pas non plus interdire un souvenir dédié à l'immortel Mariam Ngouabi, que tous les discours de son propre régime encensaient comme un dieu. À cette fête du comité central, l'idée d'appeler à la réhabilitation de cet organe fut lancée. Bientôt, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, l'UJSC, la CSC, Confédération syndicale congolaise, et l'URFC, Union révolutionnaire des femmes du Congo, toute organisation de masse, sous la coupole officielle de Denis Sassou Nguesso, mais mise en sourdine, ils se mirent tous également à demander leur retour dans l'action en soutenant
la mise en place du comité central, parce que le comité central avait le pouvoir de les remettre, eux, dans leurs activités, étant donné, nous le rappelons encore, que la Constitution, en ce moment-là, n'est pas suspendue. Elle est seulement mise entre parenthèses. Sassou Nguesso afficha plutôt sa solidarité avec Yombi pour éviter de montrer que c'est lui qui fomente toutes ces agitations, tout en le convainquant quand même de convoquer une session extraordinaire du comité central pour étudier les moyens de sa réhabilitation. Il y a la grogne. Yombi, après moult hésitations et face à l'agitation des organisations de masse, accepta et convoqua le 27 janvier 1979 une session du comité central qui devait s'ouvrir donc le 5 février. Mais la note fut signée le 27 janvier 1979. Mais il donna un ordre du jour à ce comité pour ne pas qu'il y ait une surprise et que ça déborde. L'ordre du jour était la mise en place d'une direction préparatoire d'un congrès ordinaire consacré aux questions économiques. Ces contestataires militaient plutôt pour un congrès extraordinaire revoyant les institutions de fond en comble. Le débat fut houleux. Le 30 janvier 1979, Jean-Michel Bokamba Yangouma, secrétaire général de la CSC, et Oba Pounou, premier secrétaire de l'UJSC, tinrent un meeting conjoint où ils réclamèrent le congrès extraordinaire plutôt qu'ordinaire, sinon la démission de Yombi Opango qu'ils accusaient de distribuer des enveloppes pour acheter des voix au comité central. Le 5 février 1979, le président Yombi arriva à la réunion du comité central au Palais du Peuple, dont l'ordre du jour devenait un peu flou, et on ne savait plus si c'était les réunions ordinaires ou extraordinaires. Yombi Opango arriva quand même au Palais du Peuple, sans s'inquiéter des mesures de sécurité, laissant son ministre de la Défense choisir comme d'habitude les soldats qui devaient sécuriser les lieux. La veille au soir, le ministre de la Défense avait pris soin de faire arrêter certains officiers parmi les plus irréductibles soutiens militaires du président Yombi, sans que celui-ci n'en soit informé. En salle, ce n'était pas mieux. Yombi n'avait pas vraiment travaillé son réseau de soutien. Les barons du comité central, les Kunzu, Nganga Zanzu, Bokamba Yangouma, Tchister Dikaya et d'autres, qui étaient frustrés d'être mis à l'écart depuis des années et convaincus de l'intraitabilité de Yombi ne rêvait que de leur retour en force. Sassou Nguesso le leur avait promis, s'il avait pouvoir d'en décider. Vous savez, Yombi Opango, justement, c'était pas quelqu'un qui était habitué aux manigances politiques. La chute du président Yombi Opango se passa donc finalement en 4 actes. Dès l'ouverture de la réunion du comité central, de la session du comité central, Yombi sollicita au comité central la création d'une direction préparatoire du prochain congrès. Dans le tour de table, où chacun doit s'exprimer par rapport à ce qu'a demandé le président, de nombreux camarades membres exprimèrent leur étonnement de voir Yombi Opango, qui n'est toujours pas membre du comité central, pouvoir diriger cette session, puisqu'il avait été exclu du comité central par Mariam Wabi le 12 décembre 1975. On plébiscita donc Jean-Pierre Tchister Dikaya, qui était toujours numéro 1 du comité central depuis le décès de Mariam Wabi, pour diriger cette session du comité central. Ce fut là le premier acte et la première victoire de Denis Sassou Nguesso. Au même moment, dans la rue, les militants de l'UGC scandaient « Yombi a tout volé, on le mettra au poteau ». Tchister, à la manœuvre donc de cette session du comité central, confronta au vote les deux positions. Celle du congrès ordinaire, qui devait régler juste un point technique du pays, ou du congrès extraordinaire qui devrait donc réformer tout le système de direction du pays. Une question qu'on n'aurait pas posée Yombi, évidemment, s'il avait dirigé la session. L'option du congrès extraordinaire l'emporta. Yombi ne l'aurait pas posé parce qu'il avait déjà posé un ordre du jour, il aurait dit on respecte l'ordre du jour. C'est pour ça qu'on est là. Mais comme Tchister était avec Sassou, ils ont reposé la question congrès ordinaire ou congrès extraordinaire. Et bien c'est le congrès extraordinaire qui l'emporta par vote des membres qui étaient présents. Ils étaient une cinquantaine, une quarantaine, une cinquantaine. Ce fut la deuxième victoire de Sassou. Donc là, déjà, le fauteuil de Yombi était menacé. Ensuite, Tchister Dikaya rappela que les pouvoirs du parti sont limités par l'acte fondamental du comité militaire du parti et pour que les décisions qu'ils vont prendre s'appliquent, il faut que ce comité militaire du parti, son acte fondamental, soit abrogé. Étant donné que lui-même était le signataire de la création de ce document-là, il ne demandait que l'accord de la salle pour qu'il puisse abroger la création, le fonctionnement du comité militaire du parti.
Yombi, dans toute la légitimité, ne venait que de cet acte fondamental du comité militaire du parti, exigeait avant cela qu'il soit réintégré au comité central, avant toute abrogation donc de l'acte créant le CMP. Cela ne posa pas tellement de problème. Il fut réintégré au comité central, justifiant donc sa présence dans la salle. Et à l'unanimité fut-il intégré. Mais l'acte fondamental fut tout de même abrogé et de fait, la mort du comité militaire du parti fut entérinée. Troisième victoire de Denis Sassou Nguesso. Quatrième et dernier round, la mise en place de la direction du comité préparatoire du Congrès. Son dirigeant deviendrait donc le président du comité central par intérim, donc de la République par intérim aussi. Un vote devait être organisé pour désigner le président du Congrès, président du comité central par intérim et président du comité préparatoire du Congrès, qui devient donc le président du comité central par intérim et qui devient du coup le président de la République par intérim. Un vote devait donc être organisé. Et le privilège du président en place ne jouant plus, puisque le président en place, le CMP est dissous, d'autres candidats ont été appelés à se présenter. Et le président qui devait en sortir devait être élu aux 2/3 des voix, conformément au statut du PCT. Mais jusque-là, Mariam Ngouabe avait été élu à l'unanimité, ça ne posait pas de problème, mais les statuts prévoyaient 2/3 des voix. Au premier tour de cette élection, Yombi Opango arriva en tête, obtenant 15 voix. Tister Tikaya arriva second avec 14 voix et Denis Sassou Nguesso troisième avec 7 voix. Nul n'ayant obtenu les 2/3 requis, un second tour s'imposa. Yombi Opango sollicita de nouveau aux camarades membres que lui soit accordée cette faveur. Mais Tister annonça se désister en faveur du camarade Sassou et cette dynamique porta. Le colonel Denis Sassou Nguesso fut élu à la tête de ce comité préparatoire et de fait devint président de la République par intérim jusqu'à l'organisation du congrès extraordinaire prévu pour le 26 mars suivant. Ce fut un chaos pour Yombi. Sassou désigna Tister Tikaya, Raymond Damas Ngolo, Jean-Michel Bokamba Yangouma et Louis-Sylvain Ngoma pour l'épauler dans sa tâche de la préparation du comité central et du congrès qui allait suivre. La clôture de la session extraordinaire, de la session du comité central intervint donc le 8 février 79. Ouvert le 5 février, elle fut fermée le 8 février. Et il rendait tout de même hommage à cette clôture au président déchu. Mais au même moment qu'il rendait hommage au président déchu, la radio et la télévision congolaise se lancèrent dans la critique sans concession du régime de Yombi, de lui-même et de ses proches. On lui prêta d'avoir acquis un lit coûtant 18 millions de francs CFA, de posséder un parc zoologique qui coûtait pour son entretien quotidien 3 salaires mensuels d'enseignants, d'avoir fait installer dans sa résidence de Mpila des tuyaux allant jusqu'à la brasserie et à la limonaderie qui lui livraient des robinets, au robinet des quantités illimitées de boissons aux frais du contribuable, etc., etc. Sa nourriture serait importée quotidiennement de France, de Côte d'Ivoire, d'Italie et de quelques endroits exotiques. Une surenchère se mit en place entre les champs parodiques, les croquis de la presse écrite, Moiti, qui était une très grande presse quotidienne, les sketchs de Télé Congo ou encore les éditoriaux en langue nationale de la voix de la révolution congolaise pour dépeindre ce jouisseur hors norme qui ne méritait pas d'être le continuateur du camarade Mariam Ngouabe. Parallèlement, le parti recouvrit la ville de Brazzaville de slogans critiques contre Yombi et la bourgeoisie bureaucratique, comme on disait, payant des particuliers et des transporteurs qui acceptaient de les placarder sur leurs véhicules. Officiellement laissé libre et protégé par l'armée, le président sortant était en réalité en résidence surveillée et le resta jusqu'à la fin du congrès du PCT le 30 mars 1979. Je rappelle que le congrès devait se tenir le 26 mars. Donc il le resta en résidence surveillée jusqu'à la fin du congrès du PCT le 30 mars 1979. Congrès qui fut un nouveau réquisitoire contre le régime de Yombi et d'ailleurs qui a beaucoup marqué de l'image qu'on s'en est fait ensuite. On a dit que Yombi n'a pas pu redresser le système du pays, que Yombi était incompétent, que Yombi, mais en fait, c'est parce qu'on était bloqué dans un système où
la crise provoquée par Maria Ngouabi n'a pas pu être remontée et finalement Yomi, ne pouvant pas critiquer Maria Ngouabi étant donné qu'ils l'ont héroïsé, s'est retrouvé bloqué dans cette situation. Mais il n'avait pas été plus jouisseur ou plus... c'est vrai que c'était certainement quelqu'un de tous les témoignages qui n'a jamais vraiment goûté à la sauce communiste, qui aimait bien le petit confort occidental, mais une forte exagération a été menée pour ne pas... et qui n'aimait pas d'ailleurs le confort occidental. Maria Ngouabi ne vivait pas avec des meubles communistes ni ne roulait en voiture en Lada. Il avait même acquis un appartement en France. Il était très à l'aise avec toutes ces idées-là. Officiellement, donc le congrès fut bouclé le 30 mars 79. Et à cette date-là, Yomi Opango fut officiellement mis aux arrêts où il restera jusqu'en 1984 avant de repartir en détention en 1987 suite à l'affaire Onga, plutôt affaire Ebaka et Bundi à Tondi qui provoqua les émeutes d'Onga dont on a beaucoup parlé, mais ça c'est une autre histoire.